ce qu'on voulait vous rappeler ici, c'est le panorama de ce qu'est la filière. Voilà, donc ces chiffres-là, vous les avez en tête. Euh, je me faisais la remarque là, on parlait de France 2030. Vous savez que très récemment, il y a la loi de programmation militaire qui a été votée. Donc, je travaille dans le domaine, donc on a épluché un petit peu ce qu'il y avait dedans. Effectivement, hein, ce qu'on constate, c'est que dans la défense, où les sujets de souveraineté qu'on a évoqués à plein de reprises aujourd'hui sont peut-être encore plus critiques que dans le monde civil. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut complètement dire ça, puisque la criticité sur les infrastructures critiques, sur les moyens de transport, sur la santé, etc., sont peut-être aussi importants, sont sûrement aussi importants que ceux de la défense. Mais en fait, on est assez frappé par une vision systématique, très intégrée, qui présente les grands objets, les gros objets, et une absence totale de présentation de filières transverses pour lesquelles on se donne des enjeux, on se donne des objectifs, et finalement pour lesquels les pouvoirs publics considèrent que c'est la mutualisation qui va pérenniser la filière, et que donc l'effort doit être porté de manière transverse pour permettre effectivement non seulement de développer ces filières-là, et à la fin d'effectivement rester souverain. Voilà, donc je pense que c'est sur ces sujets-là qu'il faut qu'on continue de travailler. Et puis peut-être aussi qu'aujourd'hui, on parle de filières et de métiers. Donc il y a plein de métiers historiques, l'électronique, la mécanique, l'optique, etc. La photonique en est un. Alors dans le domaine de la défense, on appelle ça souvent l'optronique, mais c'est le même mot pour dire photonique de défense. Et il y a un certain nombre d'autres sujets nouveaux qui viennent un peu plus à la mode, qui viennent percuter ces métiers, le numérique, le quantique, l'IA. Enfin bref, on en a tous les 6 mois à nouveau. Et je pense qu'il y a aussi impérativement à faire le tri dans tout ça, et à garantir que finalement on ne crée pas de nouveaux ensembles qui prennent des morceaux des ensembles précédents, et qui finalement créent plus de complexité et de confusion qu'autre chose. On évoquait le quantique. Il y a des sujets quantiques qui n'ont rien à voir avec la photonique. Il y a des sujets quantiques qui sont de la photonique. Voilà, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait sur le quantique ne doit pas être fait, mais je pense qu'à un moment donné, il faut rediagonaliser pour arriver à remettre les choses dans le bon ordre. Ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, on risque de se perdre et à chaque fois partir dans des chemins où on n'en prend qu'un bout, où on fait son marché, et où à la fin, on ne s'y retrouve pas. Bref, la filière photonique, on l'a dit, 1150 entreprises, 20 milliards, 80 000 emplois. Il y a beaucoup de filières qui envient ces chiffres. Une croissance à 2 chiffres lissée sur ces dernières années. Un export, on met plus de 50%, mais je pense que c'est beaucoup plus que 50%. Une dimension industrielle, parce que dans ces 19 milliards, il y a 14 milliards d'industrie, hein, c'est-à-dire des emplois, des usines qui tournent et des fabrications. Voilà. Et donc, vous voyez aussi la répartition industrie, services et logiciels, distributeurs. 300 labos, ça a été redit à l'instant par M. Moulin. Si on en est là, hein, c'est parce que la recherche est au niveau et à la qualité qu'elle a. Bien sûr, les prix Nobel, alors moi j'ai mis 4, hein, parce que c'est juste les 15 dernières années ou les 20 dernières années pour les 4 derniers. Mais donc, et c'est aussi la question du passage à l'échelle entre les labos et l'industrie qui se pose, la gestion des IP, la gestion de la vocation des centres de recherche à diffuser dans l'industrie les bonnes pratiques et les brevets, etc., etc. C'est aussi cette question-là, hein, qui se pose au travers du développement de notre filière. 8000 recrutements par an, ça a été dit à plusieurs reprises sur les quelques années qui sont devant nous, et il n'y a pas de raison que ça se tarisse à l'issue de ça. On a 1000 personnes formées par an. Donc on a juste un problème de formation. Donc aujourd'hui, c'est les entreprises qui forment elles-mêmes, comme elles peuvent, en plus du reste.
Donc là, il y a vraiment un effort à faire et avec les pouvoirs publics, on s'est vraiment mis en mouvement pour créer ces bacs professionnels et ces BUT, hein, c'est ça maintenant, la formule, c'est 3 ans, je crois. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et puis on a tendance on parle de métier en tension. Il est clair que on est sur un métier en tension. Et je peux vous en parler chez Safran. Mes camarades de Thales et tous les autres pourraient dire la même chose. On a du mal à recruter. On est vraiment à la ramasse pour recruter. Donc c'est des métiers en tension et à tous les niveaux, hein, que ce soit dans les centres de fabrication pour des bacs plus 2 ou des bacs pro ou des ingés. Voilà, donc top 5 mondial, ce qu'on signifie aussi ici, c'est que, et ça a été redit par les intervenants précédents, certes, on est parfaitement positionné, mais c'est pas du tout acquis et ça va pas durer. Hein. La roue tourne, les investissements... d'autres nations leaders en Asie, aux États-Unis, en Europe, les Allemands, bien sûr, ont bien compris aussi l'importance de cette filière, donc investissent. Donc cette position n'est pas garantie et il faut continuer d'investir pour garder, voire développer cette position. Voilà, donc dernier point, hein, c'est 30 startups par an. À peu près en moyenne, hein, c'est toujours des moyennes. Hein. Et surtout, c'est des startups, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on regarde quelques années d'après si elles sont toujours là, oui, elles sont toujours là. C'est-à-dire, ce n'est pas des étoiles filantes. C'est des boîtes qui, pour la plupart, se consolident. Alors certes, il peut y avoir des rachats, des acquisitions, mais en tout cas, en traçant le fil, on voit que ça se pérennise. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà. Donc... à nous maintenant de convaincre l'ensemble de nos partenaires, pouvoirs publics, de nous aider à permettre le développement encore plus fort de cette filière-là, pour garantir que demain, les caméras infrarouges sur les voitures seront de chez l'INRED, que les visières de casque de nos pompiers seront de chez Savimex, voilà. Donc, je veux dire, c'est absolument essentiel et c'est grâce à l'État aussi qu'on va permettre de créer cette espèce de fonctionnement en meute, État, industrie, et quand je dis industrie, c'est écosystème, hein, il y a souvent plusieurs acteurs. Et donc on a besoin de travailler ensemble pour que ces choses-là se passent. Thierry, je crois que tu voulais dire un mot sur nos ambitions. Clairement, la photonique, c'est une deep tech au service des autres marchés applicatifs. Et c'est souvent une deep tech au service des autres deep tech, parce que quand on parle des nanos, toutes les nanostructures, il faut de la photonique pour le réaliser. Quand on parle de l'électronique de demain, pour faire les processeurs, il faut de la photonique pour réaliser ces processeurs. On met de plus en plus de photonique même à l'intérieur des processeurs. Pour les communications entre haut débit, on va rajouter une couche photonique dessus. Je ne vais pas aller à l'infini, mais l'intelligence artificielle, sans puce électronique, sans données parallélisées, ne va pas fonctionner. Elle a besoin d'être nourrie, et elle est nourrie souvent par des capteurs photoniques. Donc effectivement, la photonique est, alors je dis pas, c'est pas le centre, mais c'est quand même un élément essentiel dans notre industrie. Donc quels sont les enjeux technologiques industriels ? Si on parle de transition écologique et énergétique, c'est clair, on doit être plus vertueux, et on doit être plus vertueux nous-mêmes sur nos propres fabrications, mais surtout, on va permettre aux autres secteurs d'être beaucoup plus vertueux grâce à nos produits et nos solutions. On a parlé, quand on parle de LED, on consomme beaucoup moins. Quand on parle de photovoltaïque, on récupère de l'énergie. Il y aura un point sur le verre. On peut être protégé du soleil et avoir besoin de moins de climatisation, etc. Les exemples en sont extrêmement nombreux et on en parlera tout à l'heure.
Donc notre mission, c'est quand même de diffuser cette technologie photonique dans tous les marchés applicatifs. Alors il y a des marchés applicatifs qui n'ont pas attendu, qui travaillent avec la photonique depuis très longtemps. On parle des télécommunications, la recherche, la mobilité, la défense. Ils ont l'habitude de travailler avec la photonique, mais c'est vraiment des technologies en fort développement. Dans 5 ans, il y aura des choses qu'on n'imaginait pas aujourd'hui. Ou aussi, on les imagine, mais on ne les imagine pas en produit. Donc il faut continuer. Il faut pas, si on s'arrête, comme l'a dit Thierry, on va se faire doubler. Donc il faut continuer dans ces domaines-là. Et surtout, il faut accompagner les marchés applicatifs qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la photonique. Ces gens-là, en fait, ceux qui vont accéder à la photonique vont avoir un avantage concurrentiel majeur sur les autres. Donc c'est notre mission d'aider ces gens-là et finalement éviter la fracture photonique. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir accès à la photonique vont pouvoir se développer et les autres pas. Donc avoir un maillage du territoire avec ces capacités de photonique, c'est très important. Et peut-être un point, si on veut être vertueux, il faut être aussi vertueux avec les deniers de l'État. Aujourd'hui, les grands financements sont plutôt par filière applicative. Et les filières applicatives, elles ont besoin de la photonique, donc finalement, elles nous appellent. Mais finalement, quand on parle de capteurs, capteurs de l'INRED ou autre, finalement, il y a un marché qui va se dire j'ai besoin d'un capteur infrarouge. Il y a un deuxième marché qui a dit j'ai besoin d'un capteur infrarouge, un troisième, et ainsi de suite. Il est important, à mon avis, de faire quelques appels sur des éléments extrêmement structurants, des composants structurants. Ce n'est pas la peine de faire 5 fois. Et on va le faire une fois en réfléchissant à l'ensemble des applications derrière. Donc on va mettre peut-être un peu plus d'énergie, un peu plus, et on va quelque chose on sera sur un composant qui sera beaucoup plus versatile, qui sera produit en plus grande quantité et de façon plus efficace. Sur les enjeux socio-économiques, on en a parlé. La formation, évidemment, c'est vraiment un point crucial. Aujourd'hui, quand on forme nos employés, on fait ça, mais on ne fait pas autre chose. Moi, je vois ma société, au grand maximum, on est 60, on peut former 2 personnes. J'ai besoin de recruter beaucoup plus que 2 personnes, donc j'ai besoin d'avoir des gens formés. Et si je ne trouve pas ces personnes, je n'avance pas. La valorisation de la recherche, on a vu qu'on a une recherche incroyable. Elle a fourni des Nobel. Derrière les États-Unis, on est le 2e pays en termes de nombre de Nobel en photonique. C'est super. Beaucoup de gens aimeraient avoir la même chose, mais finalement, comme dans d'autres domaines, on n'est toujours pas assez bon sur le transfert. Alors il y a des efforts. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais c'est pas encore suffisant. Donc il faut continuer à travailler là-dessus. Le financement des entreprises. Les petits financements sont disponibles, mais dès qu'on commence à parler vraiment des gros financements, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, on voit sur le quantique, c'est possible de monter un peu en financement, mais moi, je vois ma première société, jusqu'à 30 millions, je les ai trouvés en France, et puis quand il a fallu passer l'échelle suivante, on s'est fait racheter par des Américains parce qu'eux avaient accès à les quelques centaines de millions d'euros. Donc ça, c'est un point. Et peut-être... aujourd'hui, on a tendance, on se dit souveraineté, donc il faut faire attention à à surveiller nos pépites. C'est vrai, il faut le faire, mais il ne faut pas bloquer. Parce que si on dit maintenant, nos pépites, de toute façon, on va mettre la main dessus, on ne va plus trouver de financiers. Moi, j'entends aujourd'hui du capital risque qui dit « Oh là là, ces sujets-là, j'y vais plus, ça va être trop bloqué. » Donc, il faut faire attention à ce que quelque chose qui nous semble très légitime ne bloque pas le système. Aujourd'hui, on a intérêt à multiplier par 5 le nombre de startups qui vont être créées, quitte peut-être à en perdre 1 ou 2, les laisser peut-être se racheter, les laisser acheter éventuellement des concurrents ou des compléments étrangers, et quitte de temps en temps à ce qu'il y en ait une qui parte. Alors on a le droit de dire non, celle-là je ne veux pas, et on le fait, mais il ne faut pas le faire systématiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer un mauvais message aussi au financement. Voilà. Et puis le dernier point, effectivement, sur la réglementation internationale, il faut qu'on se batte un peu plus, mais je dirais que c'est aussi à nous de nous occuper de tout ça. Voilà. Donc peut-être un dernier mot de conclusion vis-à-vis des services de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de construire une véritable stratégie nationale concertée entre la filière et l'État.
Aujourd'hui, il faut qu'on se dise ensemble qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Il faut qu'on travaille ensemble. Alors, dans le passé, on imaginait un CSF, ce qui était vraiment idéal. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus forcément à la mode, mais moi, le nom, j'en ai rien à faire. C'est comment on travaille ensemble. Comment l'État nous dit, nous, ce point-là est important, et nous, on va vous dire, ouais, mais ça, on va pas faire ça. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et la balle est dans votre camp. En tout cas, nous, on est disponible pour en discuter. Voilà.